Roman Reigns et Cody Rhodes nous ont offert une scène absolument incroyable dans le SmackDown du 20 septembre 2024. Le genre de scène dont on se souviendra dans plusieurs années. C'était digne du cinéma, et dans cette vidéo, je vous propose de s'y attarder en détail parce qu'elle le mérite largement. Installez-vous confortablement, prenez-vous un café, on va en parler ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, analyse du face-à-face au sommet entre Cody Rhodes et Roman Reigns à Atlanta. C'est parti. You're in my way in life. Alors avant toute chose, c'est important de connaître le contexte de cette confrontation au sommet, j'ai envie de dire, entre Roman Reigns et Cody Rhodes. C'est très important, parce que ça permet de prendre encore plus conscience, de prendre suffisamment conscience de l'ampleur et du côté épique et marquant de cette scène. Parce que pour moi, c'est simple, je la trouve déjà légendaire. Je pense qu'elle va rentrer dans l'histoire, je pense qu'on va même la revoir pas mal de fois, que ce soit dans des clips d'avant-match par exemple, entre Roman Reigns et Cody Rhodes évidemment, bientôt aussi à Bad Blood, je pense que c'est évident. Mais vraiment, c'est le genre de scène qu'on n'oublie pas de sitôt à mon avis. Et pourquoi d'abord ? Parce que c'est clairement une scène dans un contexte particulier. Roman Reigns est revenu il y a pas si longtemps. Il a donc perdu à WrestleMania 40 contre Cody Rhodes, deuxième affiche de ce don, j'ai envie de dire. Et il a donc perdu son titre qu'il avait quand même depuis longtemps, dans son règne légendaire, qui datait quand même de l'été 2020, pour résumer. Et donc, Cody Rhodes n'est pas n'importe qui pour Roman Reigns, ça c'est évident. Tout comme Roman Reigns n'est pas n'importe qui pour Cody Rhodes non plus. Alors les voir tous les deux dans ce contexte inédit, parce que même dans le build-up de leurs deux matchs à WrestleMania, c'était toujours dans le ring, à mon grand regret d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu la série que j'avais faite sur Cody Rhodes, et notamment toute la route vers WrestleMania 40, j'étais le premier à regretter qu'il n'y ait pas davantage de créativité, de mise en scène, d'efforts créatifs autour de leur rivalité. Et d'ailleurs, j'étais bien triste, ceux qui ont vu la série s'en rappellent, quand en fin de compte, le build-up de leur rivalité en 2024 était quasiment strictement le même qu'en 2023. Et c'était bien dommage, parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Et quand je vois une scène comme ils ont fait donc dans le SmackDown du 20 septembre 2024, où ils étaient tous les deux, dans un stade avec des... On va y revenir sur tout ça évidemment, hein. Ne vous inquiétez pas. Des beaux plans de caméra, une musique épique, un dialogue vraiment intéressant avec plein de choses à analyser dessus. Je me dis, bon sang, vous auriez dû faire ça avant. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils l'ont fait. Et c'était un contexte spécial. Les deux hommes sont pas n'importe qui dans le parcours l'un de l'autre. Déjà, ça c'est important d'en avoir bien conscience. Ça c'est vraiment marquant. Et puis, surtout, comme j'ai dit, c'était la première fois qu'on sortait du ring pour eux dans leur histoire. Et je dois avouer que, personnellement, j'adore quand une rivalité, quand une storyline dépasse le cadre du ring. Je suis toujours le premier fan quand une histoire, justement, est tellement intéressante, psychologique, personnelle, qu'on peut très bien, en gros, dépasser les limites du catch, et les limites, j'ai envie de dire, des cordes du ring, ce qui est quand même très limité, parce que, à part des promos où on discute face à face, où l'un discute seul, ou alors avec de la confrontation physique, des attaques surprises, ou alors des matchs tout simplement, c'est quand même un peu limité, créativement, un ring. Alors oui, tu peux aussi mettre en scène des segments parfois un peu spéciaux, je pense notamment à l'époque où il y avait eu le procès de Sami Zayn dans le 30e anniversaire de Monday Night Raw, début 2023. Ça, c'était à la limite. Et encore, je trouve que même ce jour-là, c'était finalement simplement un bureau, des chaises. Le décor était très limité. Alors, dans l'histoire, et notamment pour les fidèles de l'épopée Inside Catch Attack, on a pu voir que même dans un ring, c'est quand même possible d'avoir des fois des décors spéciaux. Même, en gros, dans le cadre de l'arène de la WWE, tu peux quand même faire beaucoup de choses. Mais quand on sort de l'arène, et c'est trop rare à mon goût, je suis encore plus fan. Pour moi, ma référence absolue, les habitués savent que j'adore Randy Orton, une de mes grandes superstars préférées, et forcément, qui dit fan de Randy Orton, dit fanatique absolu, passionné de la grande époque 2009, où Randy Orton était au sommet, probablement la meilleure version de sa carrière, largement même.
Et quel a été le segment très 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 marquant, enfin, parmi d'autres en réalité, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais un des segments très marquants d'Orton en 2009, c'est bien sûr quand Triple H était venu l'attaquer à sa maison. Ce qui était un segment hors ring. Et ce genre de scène, qu'est-ce que ça apporte à une histoire ? Ça apporte tout de suite une dimension... Bah déjà, ça enrichit, je trouve, l'histoire, ça la rafraîchit aussi, surtout s'il n'y a jamais eu en gros la moindre scène en dehors. Alors même si on pourrait quand même me dire, attention Johnny, il y a quand même eu, à l'époque, là, il y a quelques mois, dans la route vers WrestleMania 40, la fameuse conférence de presse. Et j'avais été fanatique, encore une fois, je l'avais dit, dans la série sur Cody Rhodes, j'avais été fanatique d'avoir une conférence de presse où il se passait pas mal de choses. D'ailleurs, avec le recul, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette conférence de presse-là, où t'avais la gifle de The Rock sur Cody Rhodes, et donc le heel turn de The Rock avec Cody Rhodes, qui finit par revenir à la fin, alors que tu crois qu'on va partir sur Roman contre The Rock, et en fait non, et plutôt un match par équipe, enfin bon, tout ça qui se met en place de manière très imprévisible et très excitante. Pour moi, c'était probablement ce qu'il y a eu de meilleur, avec quand même aussi la fameuse attaque de The Rock sur le parking de Cody Rhodes. Pour moi, ces deux moments-là, on va dire, c'était les temps forts de la route vers WrestleMania 40. Et tout ça pour dire que quand on sort de l'arène, ça ouvre les possibilités créatives, ça enrichit une histoire, ça lui donne un côté où on sort du catch et où on nous raconte une histoire comme dans une série ou dans un film, parce que finalement, en faisant ça, on ressemble à ce qui se fait à la télévision, à ce qui se fait sur Netflix, à ce qui se fait au cinéma. C'est vrai. Dans ces univers-là, on nous raconte des histoires dans des décors de la vie de tous les jours, ou alors dans des décors spéciaux, hein, peu importe. En gros, c'est pas exclusivement limité à un ring et à une salle, et c'est bien, et justement, ça c'est bien plus intéressant créativement. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et vous connaissez maintenant le contexte dans lequel s'inscrit cette scène. Et il faut donc concrètement rappeler ce qui s'est passé, ce qu'on a pu voir, et c'était magnifique. Tenez-vous bien. Tout a commencé par des plans aériens de la ville d'Atlanta. Ça se passait à Atlanta, qui n'est pas une ville anodine ni pour l'un ni pour l'autre. On nous l'a rappelé, et j'aime quand la WWE ne considère pas qu'on sait déjà tout. En gros, qu'on est comme des singes savants qui connaissent l'histoire de chacun par cœur. Alors, personnellement en l'occurrence, et puis pour encore une fois, ceux qui ont vu la série sur Cody Rhodes, vous savez déjà beaucoup de choses sur Cody Rhodes, on sait déjà tous beaucoup de choses sur Cody Rhodes. Et puis même sur Roman Reigns aussi, évidemment. Mais tout le monde n'est pas censé savoir qu'Atlanta est non seulement la ville natale de Cody, et que c'est une ville qui est fondamentale, même dans l'histoire de sa famille, mais on n'est pas non plus forcément censé savoir que c'est là-bas où Roman Reigns avait fait du football américain avant de se lancer dans le catch. Donc c'est une ville qui a compté pour les deux hommes. Et ce stade où ils ont été a particulièrement marqué la vie de Roman Reigns. Donc c'était un lieu vraiment très 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 symbolique. Et ça, j'ai aimé le fait que la WWE nous le rappelle, c'est important, très important je trouve. Le décor était épique, et on les voyait tous les deux arriver en voiture au stade. Et je dis bien, en réalité, dans le stade. Ils se sont pas garés devant, non, ils sont venus sur la pelouse, à l'intérieur de l'enceinte, ce qui est génial je trouve. Et donc, t'avais un contraste particulièrement intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, Roman Reigns qui arrive dans un convoi de voitures noires, alors que Cody Rhodes arrive dans une voiture blanche, tout seul. Quel symbole, quel symbole. Alors on peut y voir quand même plusieurs lectures, parce que d'un côté tu pourrais te dire, Roman qui arrive en convoi présidentiel limite, c'est lui le gars le plus important, c'est lui la star, c'est lui qui arrive avec de la sécurité renforcée, qui a un traitement digne d'un VIP absolu, alors que Cody Rhodes, lui, arrive tout seul. Donc, on pourrait quand même, pour les plus cyniques d'entre nous, voir ça comme un aveu de la WWE. Bah, notre vraie star, c'est Roman, hein, en réalité. Cody, voilà, quoi. Mais bon, on va pas être cynique, on va être bon public, et on va voir qu'en réalité, ça symbolise peut-être un homme qui s'est beaucoup reposé sur d'autres pour l'aider, on va dire, dans sa réussite, dans sa quête, on va dire tout simplement dans son succès. Roman Reigns, notamment depuis 2020, et son règne légendaire en tant que chef de la tribu, c'est aussi beaucoup d'hommes de main. C'est Jey Uso, c'est Jimmy Uso, c'est Solo Sikoa, c'est aussi d'une certaine manière Paul Heyman, en gros quelqu'un qui l'a aidé
d'une manière ou d'une autre, hein, même si c'est pas forcément physique. Et c'est vrai que ça symbolise peut-être un peu ce côté Roman Reigns est un homme qui n'agit pas vraiment seul, est un homme qui a un peu besoin, hein, d'une certaine manière, qu'on l'aide, alors que Cody Rhodes, lui, j'ai envie de dire, c'est un peu le chevalier blanc. D'ailleurs, la couleur, quel symbole aussi que lui arrive dans une voiture blanche, alors que Roman c'est en noir, ce qui fait vraiment aussi encore plus contraste entre la manière d'être de l'un et de l'autre, et qui est en réalité plus ou moins le heel, même si bon, là on pourrait considérer que Roman Reigns, depuis son retour et son énorme élan de popularité grâce à son retour, grâce à aussi au travail de Solo Sikoa et de la nouvelle Bloodline depuis des mois en gros, de faire en sorte qu'on attende Roman avec impatience, c'est vrai qu'on pourrait quand même dire, mine de rien, malgré ce face turn apparent que Roman Reigns, en tout cas entre Roman et Cody, c'est un peu le heel. D'ailleurs, ça va aussi avec leur couleur de cheveux, hein, d'une certaine manière. La voiture blanche va un peu avec la couleur de cheveux de Cody. Et c'est vrai que c'est vraiment très symbolique, un convoi contre une voiture seule. Le blanc contre le noir. Quel travail, j'aime quand la WWE travaille sur ce genre de détails. Pourtant, c'est pas non plus des détails extraordinaires, hein, mais c'est bien, ça me plaît beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup apprécié quelque chose en particulier dans ce segment, c'est la musique. La musique qui était surtout un morceau qui s'appelait The Storm de Vo Williams. Alors j'ai envie de dire, bravo le Vo. C'est le cas de le dire, bravo le Vo. Il nous a fait un morceau, enfin du moins la WWE a choisi un morceau qui collait parfaitement à la scène, un morceau épique, à la fois avec un côté un peu rock, mais enfin c'est un peu une chanson hybride, j'ai envie de dire, mais collé parfaitement à la scène. Il n'y avait pas uniquement ce morceau-là, par moments il y avait une musique un peu d'ambiance qui s'adaptait un peu aux paroles de l'un et de l'autre, mais pour moi la musique était vraiment essentielle aussi dans la réussite de cette scène. Et donc, on va passer un peu le début où Roman Reigns et Cody Rhodes faisaient un peu un trash talking assez basique sur le fait que l'un considérait que Atlanta était sa ville parce qu'il y a fait donc du football américain, qu'il y a en gros saigné sur la pelouse, alors que l'autre disait moi en gros ma famille elle est à Atlanta depuis des générations, on s'y est donné corps et âme, on a donné notre sang, notre sueur et nos larmes dans cette ville. Bref, ça c'était un peu du trash talking de base. On posait un peu le contexte. Mais surtout, ce qui était vraiment intéressant, c'est que Roman a dit, enfin du moins l'idée qui en ressort, c'est que Roman Reigns n'a rien à perdre. On lui a pris son collier, le Hula Fala, Paul Heyman, Jimmy Uso, alors que selon lui, Cody a tout à perdre. Je citerai même plus précisément la phrase qu'a dite Roman Reigns. Ils m'ont pris Jimmy, ils m'ont pris mon Wiseman, ils ont pris ma Bloodline et ils ont pris mon Hula Fala, le collier donc. Je n'ai rien à perdre. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas de poids sur mon cou, tout est sur le tien. Et c'est vrai que si on s'arrête sur cette phrase, on peut voir que c'est bel et bien vrai que Roman Reigns est dans une situation inédite qu'on n'a plus vue, et même, je dirais même, l'a-t-on déjà vu pour Roman Reigns, en tout cas, pas dans la version Tribal Chief. Parce que, en réalité, le Tribal Chief a presque toujours été champion, donc il a presque toujours eu quelque chose à perdre. Je rappelle quand même que, à peine une semaine après son retour à SummerSlam en 2020, il était déjà champion, et que, entre-temps, il a sans arrêt eu quelque chose à perdre, son titre, principalement, en réalité, et puis même, plus son règne durait longtemps, plus il avait à perdre, enfin en gros plus ça devenait quelque chose, alors pas un fardeau parce qu'il le portait avec gloire on va dire, mais plus ça devenait quand même quelque chose, une forte responsabilité on va dire. Et c'est vrai que voir Roman dans cette situation là, où il dit avoir rien à perdre, c'est nouveau, et c'est intéressant parce qu'on se dit, c'est un Roman qui a tout à conquérir, c'est un Roman qui a tout à gagner du coup, logique. C'est un Roman qui a donc la grinta, la niaque, l'intensité aussi. C'est vrai que j'ai souvent reproché, ceux qui s'en rappellent, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur le booking de Roman Reigns, mes frustrations sur son booking. Alors ça, c'est plus lui, en tant que performeur dans son jeu d'acteur, que je trouvais que pendant toute une partie de son règne,
il était devenu bien moins intense qu'au début. En même temps, on va dire que c'était devenu de plus en plus acquis pour lui. Il était dans un trône, j'ai envie de dire. Tout était facile et il était de moins en moins, on va dire, passionné, habité. Alors que là, il a tout à aller conquérir. Donc, j'ai bon espoir qu'on va revoir et qu'on est déjà en train de revoir. Oui, j'ai envie de dire oui, c'est vrai. Un Roman bien plus déterminé, bien plus intense. Et voilà en gros tout ce que je lis à travers cette phrase. Il a tout à aller chercher. C'est un Roman qui doit aussi refaire ses preuves, qui doit prendre sa revanche, qui doit reconquérir. Situation inédite pour Roman. Et à ce moment-là, Cody Rhodes a quand même dit une autre phrase en disant « On a déjà un Tribal Chief et c'est pas toi. On a déjà un champion WWE et c'est pas toi. » Alors, à ce moment-là, il a quand même mis en avant le fait que c'est bel et bien vrai ce qu'il dit, c'est pertinent. Effectivement, Roman Reigns, il doit quand même absolument gagner. Il doit absolument gagner, parce que si là, en gros, il n'est pas capable de reconquérir non seulement son Hula Fala, à savoir ce qui symbolise, on va dire, son titre de chef de la tribu, s'il n'est pas capable de le reconquérir, c'est clair que sa légitimité, sa crédibilité, elle est au point mort s'il n'y arrive pas. Du moins, purement dans le présent. Et tout comme le titre WWE qui symbolisait son succès, sa gloire et toute sa valeur en tant que performeur, en tant que catcheur, il l'a plus non plus. Et s'il réussit pas à la regagner non plus, c'est pour ça que je pense qu'on aura Roman contre Cody 3, de toute façon c'est évident, bientôt, c'est clair et net que Roman Reigns, il sera plus personne à ce moment-là. Enfin, du moins, dans l'histoire, il sera un homme, comme il disait lui-même, un homme, alors il le disait un peu dans un autre contexte, mais on peut quand même considérer qu'il serait un homme sans pays, du moins un homme sans ses titres, un homme sans ce qui symbolise sa gloire, et du coup un homme finalement normal. Hein. En tout cas, il a quand même des choses à perdre. Et c'est donc deux visions qui s'affrontent, vous l'aurez compris. Je noterai aussi quelque chose que j'ai aimé dans cette scène. Vous noterez que par moments, en fonction de ce qui était dit dans les paroles de l'un ou de l'autre, t'avais des petits plans en noir et blanc qui allaient avec le dialogue donc, et des notes de piano. Par exemple, quand Cody disait « On a déjà un Tribal Chief et c'est pas toi », on voyait Solo Sikoa de manière très furtive. Je trouvais ça super. D'ailleurs, je soulignerai aussi qu'au niveau de leurs apparences, au niveau de leur look, quelque chose qui m'a quand même frappé, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'était donc Roman Reigns en t-shirt noir avec une belle montre. J'en profite pour le souligner, une belle montre, alors que pendant toute une partie de son règne, c'était une montre un peu plus connectée. Alors j'ai rien contre les montres connectées, hein, chacun ses goûts, mais quand même là, avoir une vraie belle montre, c'était quand même plus classe. Mais bref, je m'égare. Là donc, on avait quand même un sacré contraste entre un look un peu casual de Roman et Cody Rhodes en costume. Et ça me fait vous poser une question. Est-ce qu'à travers ses apparences et ses looks, est-ce qu'on pourrait pas voir, finalement, Roman Reigns comme l'homme qui s'habille donc un peu plus normalement? Bon, c'est vrai que Roman Reigns, de par son charisme, de par son look, il n'a pas forcément besoin de s'habiller hyper classe pour avoir quand même une aura et avoir quand même de l'élégance. Au contraire, peut-être d'un Cody Rhodes. Alors là, je veux pas être mauvaise langue, j'aime beaucoup de choses chez Cody Rhodes, mais c'est vrai que Cody Rhodes a pas quand même la même aura que, en gros, quand il est en costume, que quand il est en tenue plus civile. Et c'est vrai, c'est tout ce qui apporte, en gros, c'est toute la valeur ajoutée d'un costume. Mais en voyant ça, on peut aussi se poser la question. Est-ce que dans cette situation précise, Cody Rhodes n'a pas l'air d'un heel en réalité? C'est vrai, le heel en costume, parce que traditionnellement, c'est toujours les heels qui étaient en costume. Ça a été très rare dans l'histoire. Alors un contre-exemple qui me vient, ce serait peut-être Batista, vers 2005-2006, qui venait parfois en costume alors qu'il était un babyface. Mais c'est vrai que dans l'histoire, l'exemple absolu, c'est bien sûr Ric Flair. Alors là, ça date beaucoup, mais on sait que Ric Flair, à l'époque, a un peu lancé cette lubie, enfin, c'est bien mieux que lubie en réalité, mais pour comprendre l'idée, d'avoir un personnage de champion qui s'habille classe, qui a le goût du luxe, de la flamboyance, on va dire,
et beaucoup de catcheurs, et pas que, même Conor McGregor dans l'UFC l'a recopié. C'est clair et net qu'il a inspiré beaucoup de personnes. En gros, ce côté, je suis le numéro 1, et je m'habille et je me comporte aussi comme une star. Et c'est pour ça qu'on pouvait se demander, en voyant cette scène-là, en voyant leur costume, qui était vraiment le heel dans cette situation. Je tiens aussi à dire qu'on remarquait, surtout sur les gros plans, à quel point le visage de Roman, en même temps c'est normal, hein, il vieillit lui aussi, c'est un être humain, mais son visage est quand même plus marqué qu'il y a quelques années. C'est clair que ces 4 années de règne, elles se voient limite sur son visage. Mais d'un autre côté, ça apporte une facette un peu plus homme, un peu plus ancien, genre comme si c'était un ancien, qui va bien à Roman aussi. Je soulignerai surtout ensuite les phrases finales de cette scène, parce que donc on avait ces deux visions qui s'affrontaient. Cody Rhodes qui demandait à Roman de lui promettre qu'il pouvait compter sur lui quand ils vont catcher ensemble, en gros qu'il va pas le trahir, ce qui est pertinent puisque ils ont été ennemis pendant des années, ce qui est donc une demande tout à fait logique de la part de l'American Nightmare. Roman promettait d'être loyal, mais par contre il disait que quand tout sera réglé, toute cette histoire, et on imagine quand en gros il se sera occupé de la Bloodline, et donc sous-entendu que Solo Sikoa ne sera plus là à se prendre pour le chef de la tribu, que toute cette Bloodline-là sera à terre, à ce moment-là, il viendra pour reprendre sa propriété, à savoir sa ceinture. Sauf que Cody Rhodes disait, en gros, que elle est pas... Tu vas pas la prendre, en gros, elle est pas à prendre. Et la dernière phrase, quelle phrase n'empêche, tenez-vous bien, écoutez et savourez cette phrase incroyable. Roman qui dit à Cody d'abord « You're in my way », parce que, en gros, Cody s'était interposé pour empêcher Roman de partir, de quitter la scène. Donc ce qui veut dire « Tu es sur mon chemin », tu es un peu mon obstacle. « You're in my way », mais après il le redit « You're in my way in life ». En gros, tu es sur mon chemin dans la vie. Tu es sur mon chemin. Ce qui sous-entend quoi ? Quelle excellente phrase de dialogue, parce qu'elle sous-entend à la fois Cody, tu es en gros l'obstacle entre moi et ma quête de vengeance, de ma reconquête. Tu es l'obstacle et je dois te conquérir, je dois te battre pour, dans ma vie, repartir de l'avant et retrouver le sommet. Je dois te battre, tu es sur mon chemin. Mais on pourrait aussi dire, finalement, est-ce que Cody Rhodes, en lui disant « tu es sur mon chemin », n'est-il pas finalement une étape dans la grande quête de Roman vers quelque chose qui va plus loin, au-delà de Cody ? N'est-il pas qu'une étape ? On peut le voir aussi de cette manière-là. Soit « you're in my way », t'es un obstacle, et tu es l'obstacle que je dois vaincre, soit tu es sur mon chemin, genre j'ai un chemin, je dois passer par toi, mais il continue après le chemin. Et là, la question, c'est où va ce chemin ? Et c'est, on va dire, le moment idéal pour parler des possibilités créatives qu'offre cette scène épique, digne du cinéma. D'ailleurs, avant de parler de ça, j'aimerais quand même souligner qu'en plus d'être une scène rafraîchissante, c'est trop rare d'avoir ce genre de scène. J'aimerais souligner le superbe plan en drone final où on part de Roman et Cody et on s'élève au-dessus du stade. J'aimerais souligner le travail aussi sur la beauté des plans, la musique. C'était du cinéma. Je peux pas faire meilleur éloge que de dire que c'était du cinéma. Et surtout, les possibilités que ça offre. Parce que c'est vrai que tu vois cette scène, tu te dis, Roman et Cody vont devoir apprendre à collaborer. Ce qui va être compliqué, puisqu'ils ont un passif d'ennemis. Ça, ce sera, alors, possibilité créative numéro 1, qui est la plus proche, puisque c'est ce qui va arriver aussi à Bad Blood. Tu te dis, bon, ils vont devoir collaborer. Mais, ensuite, on se dit que quand cette histoire autour de la Bloodline, de Roman et Cody contre la Bloodline, ou alors, est-ce que Roman finira quand même par être tout seul contre la Bloodline, qu'à ce moment-là, il y aura Roman contre Cody 3. Donc on se dit, ça, ce match va arriver. C'est évident qu'il va arriver. Ce qui est très excitant. Après, la question, c'est quand est-ce qu'il va arriver ? Est-ce qu'il va arriver à Survivor Series ? Ce que j'aimerais bien personnellement, parce que je trouve que c'est un PLE qui mérite une affiche solo
enfin une affiche 1 contre 1 digne de ce nom et importante, même si c'est souvent le match War Games, le main event ces dernières années. Par contre, le défaut de ça, c'est que ça réduirait la guerre de Roman et donc Cody contre la Bloodline de Solo Sikoa à seulement quelques semaines, alors qu'on pourrait espérer, même si rien ne les empêcherait de le faire dans des weeklies aussi, des Roman contre Jacob Fatu, un Roman contre Solo Sikoa, un Roman même contre les Tongs, comme j'ai envie de les appeler. Les possibilités créatives, il y en a plein dans la guerre de Roman contre la Bloodline, ou plutôt la reconquête de Lula Fala de Roman. Il y a des possibilités à gogo. Et je me dis, ce serait peut-être dommage que ça dure uniquement ça jusqu'à Survivor Series. Alors peut-être que ce Roman Cody 3 sera mis de côté pour, pourquoi pas, peut-être le Royal Rumble, qui sait. Mais dans tout ça, une autre question se pose, c'est que certes, il y a des matchs par équipe possibles, qui impliquent les acteurs de la Bloodline, qui impliquent Roman, qui impliquent Cody. Il y a aussi Roman contre Solo qui est possible. Il y a Roman contre Jacob Fatu qui est possible. Roman contre Cody 3 sur le moyen terme. Mais sur le long terme, franchement, c'est ce dont je rêve depuis un beau moment maintenant. Roman contre The Rock. C'est l'affiche de rêve, c'est les deux grandes stars. Alors la grande question, c'est est-ce que cette affiche a besoin du titre en jeu ? Est-ce que on peut pas simplement se contenter d'une affiche où c'est le titre prestigieux plutôt de Tribal Chief en jeu ? C'est vrai que c'est une affiche tellement énorme, à la manière de The Rock contre John Cena en 2012 à WrestleMania, il n'y a pas besoin forcément de titre. On peut aussi d'ailleurs mettre en jeu le People's Championship de The Rock, pourquoi pas ? C'est vrai, hein ? Pouvez-vous seulement imaginer Roman Reigns gagner le titre de People's Champion, que la ceinture que The Rock a eu pendant la route vers WrestleMania 40 ? Peut-être, qui sait ? En tout cas, c'est vrai que les possibilités créatives sont énormes. Tu te demandes vers où on va aller ? Est-ce que The Rock interviendrait pas dans un Roman contre Cody 3 pour... alors là, la grande question, c'est comment c'est qu'il y aura... Il faut qu'il y ait d'ailleurs Cody Rhodes contre The Rock à un moment. Il l'a dit d'ailleurs qu'il reviendrait pour le réaffronter dans le Raw juste après WrestleMania 40. Donc, les questions se posent, hein. Les questions sont nombreuses. The Rock pourrait intervenir dans un Roman contre Cody 3 pour saboter à la fois Cody et lui faire perdre son titre et donc revenir pour lui pourrir la vie comme il l'a promis. Mais il pourrait aussi s'en prendre à Roman et de cette manière préparer le Roman contre The Rock sans titre en jeu du coup, mais pour l'honneur d'être le chef de la tribu. Et peut-être qu'on apprendrait qu'en réalité c'était The Rock derrière toute, on va dire, cette insurrection de la part de Solo Sikoa et ses collègues, et que le vrai boss final, c'est le cas de le dire, il est le final boss, serait donc lui, et que c'est lui que Roman doit battre pour définitivement valider sa reconquête. Vous l'aurez compris, les possibilités sont nombreuses et j'ai envie de dire, quelle histoire, bon sang, quelle histoire. Voilà une WWE qui offre plein de scénarios possibles. Par contre, le problème dans tout ça, c'est qu'il faut être à la hauteur après. Il faut être digne de tout ce qu'on promet comme chose excitante, il faut être à la hauteur après. Mais bon, je dis, laissons le bon temps rouler, profitons de l'instant présent. On a eu un super segment entre Roman et Cody qui marquera l'histoire à mon avis, qui prépare beaucoup de choses, et on va voir où tout ça mène. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?